Bienvenue dans un nouvel épisode des Tontons Golfeurs, où Sébastien, Antoine et Kevin débattent, décryptent, échangent autour de leur passion commune, le golf. C'est lui qui nous a permis de nous rencontrer et notre but est de vous donner accès à nos échanges, notre expérience, nos analyses ou encore des interviews exclusives grâce à nos connexions dans le monde du golf. Alors que vous soyez en voiture ou à la maison, merci de votre attention et c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode des Tontons Golfeurs, ce 3e épisode où je suis toujours et encore avec Kevin. Bonjour, bonjour. Et Sébastien Gros de son nom de famille. Bonjour messieurs. Ça va les gars, vous êtes en forme ? Ouais, écoute, froidement. Ouais, super. C'est l'hiver, hein. Un jour peut-être qu'on va délocaliser notre podcast à l'étranger, à l'île Maurice, pourquoi pas, ça serait pas mal ça. Si on a des généreux sponsors qui veulent nous envoyer aux Bahamas ou je sais pas quoi pour enregistrer, il n'y a pas de problème. On est tellement preneurs. En tout cas, voilà, très content de lancer ce 3e épisode. Bon, bien évidemment, comme on disait, c'est que les tontons flingueurs, ça quand même vient d'une belle amitié entre nous. Mais alors nous, ça s'appelle les tontons golfeurs. Les Antoine. tontons golfeurs. Mais voilà, vous voyez, c'est ça qui est bien, c'est que au moins ça fait une allusion aux tontons flingueurs. C'est l'une des raisons pour lesquelles on a créé ce podcast. Mais en tout cas, voilà, on l'a fait ce podcast parce que ça naît d'une véritable amitié. Mais vos retours véritable. Oh, ça va, ça y est, ça commence déjà. Hein. Mais en tout cas, vos retours, voilà, c'est vraiment une grande source de motivation. On est très content d'avoir beaucoup de retours de votre part sur comment vous souhaitez faire tourner les futurs épisodes. Ce podcast, il est fait en partie, comme on disait, pour notre communauté. Donc, c'est important de pouvoir échanger avec vous et merci beaucoup pour vos retours. Ouais, c'est super agréable de voir comment ça a pris sur les deux premiers épisodes. C'est très encourageant pour nous. Ça nous donne envie de faire plein d'autres épisodes. Et puis surtout d'avoir des questions de votre part. Nous, ça nous aide à créer du contenu et à créer... à orienter notre réflexion en fait dans qu'est-ce qu'on veut apporter à tout le monde. Et c'est voilà, l'interview de Tom, ça a beaucoup plu. En même temps, c'était un super échange. On a eu des super retours aussi vis-à-vis du premier épisode. Et donc, du coup, c'est pour ça que forcément, on est d'autant plus motivé pour continuer à vous apporter nos discussions, nos idioties, nos calembours. Un peu de tout, quoi. Et il y a peut-être aussi certaines personnes qui vont nous rejoindre dès le 3e épisode. Donc, je me présente aussi. Je m'appelle Antoine, voilà, parce que j'ai présenté Kevin et Sébastien, mais Antoine aussi. Oui, tout le monde te connaît, toi. Bonjour, Antoine. Oui, mais bon, c'était important de savoir. Et c'est vrai que ce 3e épisode, on voulait parler quelque chose d'extrêmement important. C'était comment construire votre séance au practice. Comment progresser, comment devenir meilleur, c'est surtout ça. Et j'ai envie, moi, de commencer par quelque chose. Je vais prendre la parole d'abord, ça vous dérange pas, les gars ? Tu l'as, vas-y. Il y a une chose, moi, qui m'énerve. Voilà, coup de gueule. Le coup de gueule, Guy Bedos. Ça, je m'aime bien, tu vois, c'est à ce niveau-là. Je vais commencer par une chose, quand vous allez au practice, s'il vous plaît, échauffez-vous musculairement. Le golf est un sport, contrairement à certaines critiques qu'on peut entendre chez pas mal de gens. Je vois tellement de personnes qui arrivent au golf sans même pouvoir s'échauffer physiquement. On est quand même sur un sport où on va pouvoir le faire jusqu'à notre mort. Oui, je suis désolé, c'est un sport qu'on va pouvoir faire pendant très longtemps, mais malheureusement, dans ces conditions-là, si jamais vous vous échauffez pas de façon... moi, j'ai des images de toi en train de t'échauffer en tournoi et ça donne pas envie. Non, mais surtout voilà... tes étirements du fessier avec... Attention, il y a des jeunes personnes qui peuvent nous écouter, ça commence déjà à déraper. Non, mais voilà, comment tu t'échauffes, toi ? Non, mais on rigole vraiment, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a tellement de personnes qui se blessent dès les premières balles puisqu'ils ne s'échauffent pas correctement. Je veux dire, il y a un moment, voilà, moi je donne des cours aussi à des jeunes, à des enfants. La première chose que l'on fait dès qu'ils ont 4 ans, 5 ans, c'est de la mobilité, c'est un peu d'exercice physique juste pour réchauffer les muscles. Donc c'est une chose qui est extrêmement importante et je suis désolé de souligner cette partie-là, mais pour moi, avant de parler vraiment de comment construire sa séance, ça vient de comment s'échauffer physiquement convenablement. Ah, mais je pense aussi que ça dépend effectivement du temps que vous avez. C'est sûr que quand moi j'étais pro, quand les joueurs sur le tour font des vraies séances d'échauffement, ça dure bien plus longtemps que ce qu'on est en train de parler pour vous. Moi, je pense que déjà, si toutes les personnes pouvaient éviter de commencer avec le fer 7 pour commencer à taper ses premières balles, déjà, ça serait déjà une première forme d'échauffement. Parce que moi, j'en ai un paquet qui commence direct au fer 7.
Donc déjà, de commencer par des plus petits clubs, ça c'est une source d'échauffement. Par contre, effectivement, de faire des mouvements musculaires très simples ou articulaires et musculaires pour éviter de se faire mal, je pense que c'est vraiment important de le faire. Et Moi, je pense que la problématique, elle vient des enseignants de golf, messieurs. Hein. C'est votre faute. C'est-à-dire, quand vous avez passé le diplôme, on vous a dit qu'une séance, ça commençait par 15 minutes d'échauffement. Voilà, c'est tout. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok, d'accord. Donc tu vas pas me critiquer. Non, je peux que rebondir sur ce que disent Antoine et Kevin. C'est de toute façon, voilà, c'est un effort qui est. C'est chiant. Non, mais très clairement, c'est chiant. Ça fait. Non, moi, je voulais être moins vulgaire que ça, mais c'est un effort à faire parce que quand on arrive au practice, on a envie de taper des balles. De temps en temps, on arrive à la bourre pour jouer avec ses potes. Et que le swing de golf est un mouvement asymétrique qui est complètement pas naturel. Il n'y a aucun autre mouvement qui ressemble à ça, à part si vous mettez des coups de marteau toute la journée en latéral. Mais sinon, c'est un mouvement qui a rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de faire. Le corps humain, il est pas fait pour ça. Donc, il y a des blessures musculaires qui peuvent arriver. Il peut y avoir des problèmes sur la colonne vertébrale. Il y en a qui se font mal aux genoux. Enfin, il y a quand même un swing, peu importe la vitesse, il y a une contrainte physique. Et un bon échauffement ne doit pas forcément durer 2h30. Un bon échauffement en 10 minutes, aussi bien votre enseignant que quelqu'un qui est spécialisé dans la préparation physique, peut aider n'importe qui à avoir un tout petit protocole. Même si ça dure que 5-6 minutes, il vaut mieux faire 5-6 minutes bien comme il faut que rien faire et taper, comme dit Kevin, un faire 7 tout de suite. Ouais, complètement raison sur ça. En tout cas, il faut faire attention à ça. Et moi, je dirais même que je pense que c'est plus utile de faire cet échauffement que taper 3 balles à toute vitesse et d'aller au départ du 1. En fait, t'es quasiment plus échauffé et plus apte à taper un bon drive au départ du 1 en faison quelques mouvements avec 2 clubs. En courant entre son casier et le départ du 1. Non, mais c'est vrai. Non, mais, moi, ça m'est déjà arrivé de pas pouvoir m'échauffer avant une partie. Je sais que j'avais des super speed quand on utilisait avec différents poids. Donc, c'est une sorte de grand shaft avec un plomb au bout. Et en fait, j'avais le plus léger que j'avais tout le temps avec moi, mais qui est déjà assez lourd. Et parfois, juste en faisant ces mouvements-là, des swings en gaucher, des swings en droitier, ça permettait déjà de bien échauffer tout le corps. Et ça, rajouté à quelques mouvements articulaires. Voilà, tout ça pour dire en tout cas que l'échauffement physique est primordial. Mais après ça, bien sûr, c'est comment construire cette séance de practice de façon efficace. Messieurs, est-ce qu'il y en a un qui veut tout de suite commencer ? Il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit tout de suite. Sébastien. Ouais, moi, clairement, j'aimerais qu'on soit tous plus précis sur pourquoi on vient au practice, en fait. Est-ce qu'on vient faire un échauffement ? Est-ce qu'on vient pour prendre une leçon ? Est-ce qu'on vient pour s'entraîner ? Est-ce qu'on vient pour passer le temps ? Juste de déjà savoir pourquoi. Parce qu'en fonction de si on fait un échauffement ou si on vient s'entraîner ou si on veut taper des balles après une partie ou si on vient prendre une leçon, c'est des buts qui sont différents. Donc un objectif, pareil que un objectif, en fait, juste pouvoir avoir une intention claire. Aujourd'hui, je viens pour ça au practice. Donc, je viens pour taper des balles avant d'aller sur le parcours. Donc, je fais un truc hyper rapide, mais j'essaie de voir si aujourd'hui, je fais que des slices, que des tops ou que des coups parfaits. Ça me donne une indication sur comment je me sens aujourd'hui. C'est pas du travail technique quand on arrive à l'échauffement. On voit de temps en temps beaucoup de gens. Mais tu vois, c'est intéressant le mot que tu as dit parce que quand on vient avant une partie, on appelle ça un échauffement. Oui. Donc le but, c'est de s'échauffer. C'est pas oh là là, je tape magnifique aujourd'hui, je vais super bien jouer sur le parcours. Non, c'est pas ça. Ou c'est pas oh là là, j'enlève pas une. Du coup, de temps en temps, ne pas enlever une est une super bonne manière d'aller sur le parcours parce qu'au moins on va être vigilant. Parce qu'on sait qu'on n'a pas tous les skills de la journée, qu'on peut avoir potentiellement, habituellement, même si ce mot il n'existe pas. Si on vient pour prendre une leçon, on va justement être typiquement que dans un mini-échauffement ou pour un tout petit peu retravailler ce qui avait été vu avant. Si on y va pour s'entraîner, là on va ensuite aussi en parler de manière un peu plus détaillée. Si on y vient pour s'entraîner, ça va être un autre sujet. Enfin, ça va être un autre contenu dans la séance. Donc pour moi, il y a un petit peu différentes séances en fonction surtout de l'objectif qu'on se fixe sur le temps qu'on a, que ça soit 10 minutes ou 2 heures. Je te coupe Sébastien aussi, enfin je te coupe non parce que tu as terminé ta phrase, donc je ne te coupe pas. Moi j'ai un souvenir qui me vient par expérience. Je me souviens que le meilleur score que j'ai fait en tournoi, donc c'était à Dubai Hills, c'était lors d'un tournoi sur le MENA Tour. J'ai fait une séance de practice ignoble, immonde. T'as fait combien ? J'ai fait -10. Donc j'ai fait -10, j'étais -11 après 13 trous. Certains vont te dire, il s'est
sur les 7 derniers. Excusez-moi, il y avait 2 clubs devant. Donc, non, c'était quand même déjà une très très bonne partie. Et la séance de practice, juste ignoble. Mais en fait, je me suis dit, mais de toute façon, cette séance de practice, c'est quoi ? C'est un échauffement. C'est juste pour être bien musculairement, arriver sur le parcours. Et à partir du moment où je vais commencer à faire des routines, je vais rentrer dans une bulle qui va me permettre de me mettre beaucoup plus dans cet esprit de compétition. Et depuis ce moment-là, c'est vrai que même si ma jeune carrière n'a pas arrivé là où je voulais aller, chaque séance d'échauffement, on va dire au practice avant de taper les balles, je le prenais vraiment comme un échauffement physique. C'est tout. Comme j'essaie juste de chauffer mon corps, un peu chauffer mon esprit aussi à travers de l'imagination, de la visualisation, mais en aucun cas, mon but n'était de faire une séance de practice de rêve parce que ça pouvait autant m'amener et tu prends les tendances un peu du jour, comme disait Seb, tu prends les tendances avec lesquelles tu vas pouvoir t'appuyer pour essayer de faire un score le jour J, mais c'est juste effectivement un échauffement et il faut vraiment le différencier entre quand c'est un échauffement parce que vous allez jouer, c'est pas là où vous allez changer de grip, changer de posture, changer tout, c'est pas le jour-là, ça c'est pour une séance différente de practice, et donc c'est pour ça que, comme disait Seb, c'est hyper important de savoir pourquoi vous allez au practice. Si vous allez avec 4 potes et que vous venez de faire un gros déj tous ensemble, c'est peut-être pas le moment de faire du travail technique, c'est peut-être là faire des concours de drive, vous amuser, faire des cibles, voilà, c'est une autre style de séance où vous allez au practice pour aller vous et amuser. Des concours d'effets, des concours de trajectoire. Au final, on pourrait croire que c'est ne faire que des bêtises au practice, mais en fait, c'est un super bon moyen de développer des skills. On voit beaucoup de jeunes joueurs qui sont très forts au chipping, parce qu'en fait, ils font des pétanques avec leurs potes, et que du coup, oui, ils n'ont pas fait une séance de technique, mais quand tu t'entraînes sur le parking, moi je me souviens, on s'entraînait sur le parking donc Golf à Lyon, où il y avait un petit muret, on pouvait à peine poser les 2 pieds, on chippait du muret, on développe de la créativité. Et donc du coup c'est aussi un ingrédient pour bien jouer. Qu'est-ce que j'avais pu vous en mettre des bancs à l'eau chipping, les gars, ça. Kevin surtout. Alors autant je vais pas parler du driving, ça tombe bien, si on peut le mettre de côté, parce que là je pense que j'aurais été nul, mais c'est vrai que le petit jeu dans les mains, toi Kevin d'ailleurs, il faut que tu nous en parles un peu de ça un jour, hein. Chipping, on fera spécifique chipping où je serai l'acteur principal de cet épisode. Même que tu feras tout seul le podcast pour que tu sois face à tes peurs. Mais j'en parle très bien, moi, mais d'ailleurs, donc du coup, si on doit parler du coup de cette de construire cette séance de practice, et comment, si jamais vous avez, on va dire peut-être 1 heure au practice, Kevin, tu as 1 heure au practice pour t'entraîner? Eh ben écoute, ça c'est une très bonne question parce qu'on me la pose très souvent et donc j'essaye. T'as toujours pas la réponse. Je la cherche et j'essaye en fait les gens souvent ils savent pas comment faire du tout pour s'entraîner, donc j'essaye de leur mettre un cadre, de leur expliquer et surtout de leur écrire comment une séance type peut se passer, avec évidemment c'est une séance parmi d'autres, il y a plein de types de séances différentes. Moi, ce que j'aime bien mettre en avant pour mes élèves, c'est une séance qui se qui se décompose plutôt avec entre 5 et 10 minutes d'échauffement physique, comme on disait tout à l'heure. Ensuite, ça va être plus un échauffement pour arriver jusqu'au faire 7, on va dire, faire des gammes de wedging. C'est un échauffement physique, puis un échauffement golfique. Exactement. Un réveil de sensations. J'aime bien qu'ils le font si on a mis en place un étalonnage de wedge, j'appelle ça faire leur gamme. Donc ils font leur gamme, des demi-coups, des 3/4 de coups, des pleins coups. Voilà, ça leur permet de monter un peu en intensité. Et après, arriver au club, entre guillemets, de travail, qui va être généralement le faire 7, où là ils vont pouvoir travailler ou faire les exercices qu'on a mis en place ensemble, qui sont définis avec eux, et ça pendant une vingtaine de minutes. Ça peut être, donc là je dis au faire 7, mais si c'est plus spécifique sur les mises en jeu, ça peut être plus sur les mises en jeu, mais en tout cas c'est un travail qui est vraiment pour moi technique à ce moment-là, et qui est sur vraiment ce que vous avez mis en place avec votre coach pour progresser. Ensuite, c'est bien de coupler ça avec une séance de performance sur la fin, pour que justement vous puissiez appliquer un petit peu ce que vous venez de mettre en place, de le tester, de voir si c'est possible de le réaliser avec un tout petit peu de pression, sachant que la pression en practice sera toujours moins importante que sur le parcours, mais en tout cas de mettre un tout petit peu de performance en jouant des cibles, en jouant un fairway, en jouant différentes choses pour vous mettre un peu sous tension. Et après, en fonction de si vous avez un peu plus de temps
qu'une heure, parce que là, je pense qu'on n'est pas loin d'une heure. J'aime bien dire que c'est la petite demi-heure ou 20 minutes joker voilà, vous n'avez pas mis un coup d'hybride sur le dernier parcours, vous n'avez pas mis un chip, vous avez très mal peuté. Profitez de cette petite demi-heure pour ou partir du practice parce que vous avez d'autres choses à travailler ou se faire un entraînement spécifique sur la problématique du moment. J'aime bien ce mot-là de se dire que c'est sur la problématique du moment et là c'est beaucoup plus ouvert à plein de choses. Ça peut être beaucoup de choses différentes. Donc j'aime bien que les gens aient différents composants en fait dans leur séance de practice et comme ça tu t'ennuies déjà beaucoup moins au practice et voilà donc et tu progresses et tu progresses. C'est la base. Moi je reviens juste sur un mot que tu as dit, le mot pression en fait. Après selon moi quand on s'évalue un petit peu, c'est un peu de l'évaluation ces exos de performance, quand on s'évalue à la fin, ça peut être par exemple simplement on a un petit carnet et puis un petit carnet où on remplit aussi des stades d'entraînement ou quoi que ce soit, mais un petit carnet pour l'exercice de mise en jeu que j'aime bien faire au practice, là où je me mets en mode performance, je tourne à 5,5 sur 10 de moyenne. Donc le but, c'est d'essayer de faire 6, ou 7, mais en tout cas de faire progresser le chiffre. Mais tout comme il y a aussi un autre mode de pression que j'aime bien, moi c'est justement par exemple, si on a plus de temps, parce que là tu parlais d'une heure, mais si on a plus de temps, si je fais pas 6 sur 10, je recommence l'exercice. Et si je rate les 5 premières, je continue, je fais un score sur 10 quand même si je finis à 0 sur 10, c'est pas « Ah ça y est, je peux plus y arriver, je recommence l'exercice ». Non, c'est je tape 10 balles, j'ai pas réussi, je recommence. Et moi, je sais que je fonctionne, alors ça c'est perso, je fonctionne beaucoup comme ça à l'entraînement, parce que j'ai la chance de pouvoir passer la journée entière au golf, mais ça m'arrive que les exercices me prennent 1, 2, 3, 4 heures, là où quand j'étais petit, je faisais beaucoup de trucs comme ça au putting, je me mettais vers 10h30 au putting green, je savais que l'exercice, il allait me demander beaucoup de temps, et c'est je déjeune pas. Tu te souviens au pôle ? Et je déjeune pas tant que j'ai pas réussi. Quand on était au pôle France, ouais. Et on faisait ça avant de finir la journée ou avant d'aller déj. Si on finissait pas l'exercice, on n'allait pas déj. Donc tu vois ton pote qui... Comme les gosses, donc t'as pas fini ta viande, t'as pas le droit à ton yaourt. Ça, et tu vois ton pote qui lui a fini sa journée, il part ou lui il est au va café, déjeuner. Et toi tu recommences l'exercice quoi. C'est ça. Et au début ça te fait rire et puis au bout d'un moment ça te fait bien monter en tension. Mais au moins ça permet, c'est un super moyen d'aller trouver nos solutions au problème. C'est-à-dire, je réussis pas cet exercice. Ok, j'y arrive pas en faisant tout le temps la même chose. Définition de la folie, par Albert Einstein, c'est faire toujours la même chose en espérant un résultat différent. Donc au moins, ça va permettre d'autonomiser aussi l'élève, ou l'entraîner, celui qui entraîne le joueur, de pouvoir l'autonomiser justement à ok, là, et puis au moins il arrive la prochaine fois, par exemple sur un cours, vu que là, on parlait de ton exemple, Kevin, il revient dans un cours en disant tel exercice, je l'ai fait, j'y ai passé 3 heures, Kevin, 3 heures. Et voilà ce qui m'a amené... Et là, je lui dis, mais c'était pas du tout ça qu'il fallait faire comme exercice. Déjà comprendre la consigne. Et du coup, ça m'a pris 3 heures. Voilà ce qui m'a permis de réussir. Voilà tout ce que j'ai essayé qui n'a pas marché. Sachant qu'on n'essaye pas sur un coup, ça marche pas, on passe à autre chose. Mais sur 10 balles, j'ai essayé de faire que ça. Ça n'a pas marché. J'ai réessayé une fois, ça marchait toujours pas. Donc, bon, et puis il n'y avait aucun retour. Ensuite, hop, j'ai essayé telle manière de faire. Ça m'a plu. La deuxième fois, ça a marché. J'ai réessayé le lendemain sur le parcours et ça marchait. Et au moins, ça a emmené vers une piste qui permet l'amélioration du joueur avec sa spécificité. Ça, je suis d'accord, mais je pense que ça dépend aussi des niveaux, tu vois, parce que toi, tu as beaucoup de solutions qui sont qui peuvent être beaucoup de problèmes non, mais qui peuvent être proposés, et ça c'est vrai que plus ton niveau est haut, plus tu vas pouvoir avoir des solutions. C'est vrai que quand c'est des joueurs qui sont un peu plus débutants, n'essayez pas trop de choses justement, parce que ça c'est un peu le piège aussi. C'est peut-être rester dans la direction et puis surtout vous pouvez le demander à votre coach et dire est-ce que moi j'ai l'autonomie sur cet exercice de pouvoir essayer de trouver mes solutions si à un moment ça réussit pas, ou est-ce que je dois absolument continuer à faire ça. Moi je le vois sur notamment des sujets de grip, des choses qui sont vraiment hyper importantes au début. On peut pas se permettre que l'élève me dise attends, j'ai repris mon grip d'avant et puis ça marchait beaucoup mieux, etc. Sinon on n'avance pas. Donc je pense que ça dépend
aussi à quel niveau où tu peux te permettre de chercher vraiment les différentes choses. Et après, c'est vrai qu'il y a une problématique dont je voudrais qu'on parle, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont très bons au practice, mais qui ont beaucoup de difficultés sur le parcours. Et là, je rejoins le travail de se mettre sous pression, le travail de la performance, parce que c'est exactement ça qui va vous permettre de vous rapprocher des conditions réelles. Vous mettre sous pression, vous mettre un exercice, un but. Alors bien évidemment, on va se rapprocher également de la question quelle quantité, est-ce qu'il faut être qualitatif, etc. Le but n'est pas forcément de passer 3 heures. Le but, c'est d'être très qualitatif et que lorsque vous avez une règle sur un exercice, c'est de vous y tenir. Comme on dit, vous avez 10 balles. C'est pas parce que votre objectif est de faire 5 sur 10 qu'au bout de la 6e, vous n'avez toujours pas réussi que vous devez abandonner. Il vaut mieux finir cet exercice en faisant 2 sur 10 plutôt que 1 sur 10 ou 0 sur 10. Puis maintenant, on a quand même beaucoup d'outils pour la performance qui sont utilisés. On le voit dans les différents golfs, il y a des installations qui sont, dans plus en plus de golfs en tout cas, je vois des installations Top Tracer, je vois des installations Trackman Range, je vois des installations qui permettent en fait de faire de la performance facile. Parce que du ludique, bien sûr. Ouais, on peut jouer des parcours, les enfants, ils ont la pêche au canard. C'est ça. Ils ont la pêche au canard, mais vraiment en plus, j'ai vu pendant une école de golf, les gamins, ils jouent à la pêche au canard avec un sandwich et une balle. Enfin, c'est génial. Donc, il y a des trucs très ludiques qui permettent de développer ce côté performance et qui va enlever ce côté, justement, de je suis bon au practice, mais pas sur le parcours. C'est quand même un Moi, je le vois avec le Trackman. À tous les niveaux. Trackman, je le vois avec les gamins. Il y a des jeux maintenant sur le Trackman. Ils essayent de battre leur record de points, d'attraper des monstres, des trucs avec des cibles. C'est fantastique parce que ça leur permet d'évoluer. Alors là, je parle des enfants, mais c'est vrai que tu peux vite t'ennuyer au practice. Et c'est vrai que tous ces outils-là te permettent de mettre vraiment du ludique et de t'amener à la performance en fait de façon assez naturelle alors que tu es encore au practice. Ouais, sans que ça soit des exercices, hyper cadrés, très... Parce qu'on a tous fait, viser une pancarte et tout machin, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est un peu dur de le faire. Après, tout moi, seul. s'il y a peu de cibles sur un practice, j'aime bien me dire, celle-là, j'essaie de la mettre la plus proche possible de la pancarte, mais à gauche. Et après, la plus loin possible de la pancarte. La plus loin possible, on est tous bien capables de le faire. Non, mais c'est vrai que par exemple, Trackman ou même les autres ont quand même beaucoup évolué à ce niveau-là. On apporte beaucoup plus de ludique. Après, moi, je considère que ces outils-là sont un support. Il ne faut pas être complètement dépendant. C'est sûr que ça amène beaucoup de fun. Pour le haut niveau, on les voit beaucoup utiliser le Trackman, mais il y en a parfois très peu qui l'utilisent. Enfin, il y en a beaucoup qui l'utilisent juste pour checker 1 ou 2 chiffres. Ils ne vont pas être 100% dépendants de ça. Je pense qu'il faut qu'on garde quand même cette fibre un petit peu à l'ancienne d'où a été créé le golf. Le golf, il a été créé par les yeux. Je pense aussi, surtout, toi, par rapport à ton coach, Seb, et qui a été à un moment mon coach, Benoît Telleria, qui, lui, est beaucoup dans l'aspect sensation. J'adorais son esprit, la façon dont il parlait dans la visualisation, dans... Voilà, regarde, tu vois. Le flair, en fait. Moi, il me dit toujours, il faut que tu joues au golf la truffe ouverte. Tu vois, il disait, il faut que tu aies la truffe curieuse qui arrive. C'est la truffe, ça. Un chien qui arrive dans un nouvel endroit. Hop, il a la truffe, il est hyper curieux, il a envie de s'approprier l'endroit et que c'est un peu pareil sur un parcours ou à l'entraînement. C'est vrai que Benoît a eu la chance de beaucoup côtoyer Severiano Ballesteros quand il était encore en activité et en vie. Il m'a fait aussi rencontrer José María Olazábal, donc on parle quand même les deux de multiples vainqueurs de majeurs. Et José María, on a parlé une fois par exemple, alors ça sera pour un autre podcast, le putting, mais de aim point, pour apprendre à lire les greens par les pieds, pour ceux qui connaissent pas la technique. Et lui, il lève les yeux au ciel, un peu Dios mío, oh là, surtout pas, tu vois, de plus comprendre l'art. Après, c'est vrai que dans le coaching et dans le practice, il faut bien se rappeler qu'au début, au golf, ça n'existait pas, les practices. On a joué, je sais pas si vous avez joué un Brabazon, donc des internationaux d'Angleterre à Trevose, dans la pointe basse sud-ouest de l'Angleterre, là où ils avaient tondu un champ pour le tournoi. Et puis avait fait un truc à peu près plat. Et on avait joué, tu te souviens, un Scottish. Mais c'est des cages de frappe. On était arrivés, on était tous les Français, on était une dizaine, on était arrivés, on était en panique, on dit mais il est où le practice? Et il y en avait pas. On nous a dit mais non, en fait il y avait une cage, pareil, il y avait une cage au départ du 1, tu sais, où on avait 3 balles. L'enseignement, comme le dit très bien Antoine, aujourd'hui, il y a le Trackman pour regarder, il peut y avoir d'autres outils, enfin d'autres launch monitors, il peut y avoir les plaques de force, il peut y avoir la K-Vest, il y a plein d'outils si on veut rendre la chose très très complexe et très précise. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de très bien jouer au golf sans ces outils? Moi, je pense que c'est des outils, mais que c'est pas comme ça qu'on apprend vraiment à jouer au golf ou à vraiment très bien jouer au golf. Je pense que les enseignants d'il y a 80 ans
ils verraient comment a tourné l'enseignement aujourd'hui, ils seraient surpris, et je suis pas sûr que ce soit eux qui ont une vision Moi, je suis erronée. Je suis pas d'accord avec ça. Mais après, c'est chacun son. T'es pas d'accord avec ça? Bah écoute, je pars. Voilà. Allez, merci Gilles. Ben oui, mais c'est Merci ça la pour richesse de cet ce épisode. podcast. C'est ça ce podcast, c'est qu'on n'est pas là pour être d'accord. On est là aussi pour émettre nos opinions. Après, j'ai souvent raison quand même. Et que, oui, bah alors ça, de toute façon, vous allez voir. Je suis pas d'accord parce que, en fait, pour moi, la technologie, c'est juste qu'elle fait gagner du temps et qu'elle permet à plus de personnes de faire des choses. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, les très très bons avant et seraient très très bons maintenant, même sans technologie. Je parle pour les coachs et je parle pour les joueurs aussi. Mais je pense que, en fait, la technologie, elle aide bien mieux à comprendre à quelqu'un, par exemple, qui serait un bon coach mais qui n'a pas l'œil. Ça peut arriver aussi. Quelqu'un qui a les bons mots. Tu viens de mettre le bon sujet sur la table. Moi, je pense qu'elle cache l'incompétence des coachs. Non, c'est une blague. Non, mais je pense. Te vexe pas, Kevin. Si je te vois, t'es vexé là. Il a fait une tête. Alors, c'était tellement drôle. Mais non, mais c'est normal ce que tu dis parce que très clairement, c'est ce que j'entends moi, par exemple, qui utilise beaucoup le Trackman. C'est ce que j'entends dès au début. Où en fait tous les vieux coachs disaient bah ouais, enfin lui il a besoin de son Trackman sinon. Et d'ailleurs je fais souvent la blague au practice quand il y a une coupure de courant et que j'ai plus le Trackman, je dis aux coachs qui sont à côté, je dis, oh, il va falloir que je regarde mon élève. Donc non, je le conçois tout je suis bien placé pour parler des assistances à la conduite, mais c'est vrai que regarde les options maintenant dans les voitures. La technologie, elle sert pas au confort de conduite, elle sert à gérer l'incompétence des automobilistes. Mais non, mais je pense que cette technologie, elle est hyper importante. Par contre, elle est à double tranchant. C'est qu'effectivement, je pense qu'elle est parfois mal utilisée. Moi, j'en ai fait vraiment ma ligne de conduite avec le Trackman. Mon but, c'était d'arriver à rendre le Trackman intéressant et oui, intéressant pour tous les niveaux et tous les âges. Tu peux en faire un jeu en expliquant à la personne en face de toi, regarde telle donnée. Ça, c'est ce qui nous provoque cette balle qui tourne trop de gauche à droite. Et si tu essayes de ressentir ça dans ton swing, tu vas voir que la donnée, on va la faire bouger. Tu fais un jeu de t'entoures les deux chiffres qu'il faut faire bouger. Regarde, t'as fait ça. Regarde la balle, elle a volé parfaitement. Et regarde les chiffres. Et voilà. Et on les a fait bouger. Exactement ça. C'est un jeu, en fait. En fait, ça donne du concret à juste ah, tu vois, elle est mieux celle-ci. Tu vois, ça, moi, c'était insupportable, je trouve, quand j'avais des coachs et qui te disent ah ouais, non, mais elle est mieux celle-ci. Puis au final, t'en sais rien. Ça. La Trackman couplée à la vidéo, tu as quand même à tous les niveaux de l'aide qui est quand même vachement bien pour les... J'ai toujours aimé l'image, moi, de la vidéo permet de voir ce que l'œil ne voit pas et le Trackman permet de voir ce que la vidéo ne voit pas. Oh, c'est tellement beau ce que tu viens de dire. Mais je voulais rebondir sur ce que tu disais de Benito, donc Benoît, mon entraîneur. À chaque fois que je descends le voir dans le sud-ouest, vu qu'il est à Saint-Jean-de-Luz, à chaque fois que je descends avec mon Trackman, on s'en sert quasiment plus. Parce que lui... j'ai l'impression, il l'a pour moi, hein, après c'est complètement subjectif, mais pour moi le Trackman il l'a dans l'œil, les plaques de force il les a dans l'œil, enfin il arrive à, par son œil, par son expertise et les personnes qui... mais donc ça veut dire que vous faites de la performance, tu es à 140 mètres, tu joues une cible, il peut te dire si elle est 4 courtes ou 6 courtes ou 7 courtes. Ouais, parce que le 140 il me le fait à l'œil, il se trompe jamais, quand je sors la jumelle c'est une perte de temps, il l'a chopé. Mais, parce que je le vois pas tout le temps. Donc, quand on se voit, on fait un autre type de performance. Si on va aller planter des drapeaux sur son practice, à l'endroit là où on veut, tu vois, on le plante, on a du visuel, on tape. Ensuite, si on est dans un travail technique sur une séance là où on fait plus de technique, on a, pour moi, géré un placement de club un peu avant la frappe et un déplacement de corps. Il me fait taper à un endroit dans un bunker, là où il y a une lèvre à sauter, je dois taper des balles au tendreau à cet endroit-là. Tu vois, et on passe aussi la technique. Et on améliore toutes les datas qu'il pourrait y avoir sur un Trackman, juste parce qu'on sait aussi que tel coup le provoque, permet de provoquer des changements dans ces chiffres-là. Et c'est le danger du Trackman. C'est, pour finir ce que je disais, c'est que ça a été beaucoup perçu comme des cours de chiffres, en fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les personnes qui avaient acheté un Trackman, qui coûte en plus relativement cher, ont souvent augmenté leurs tarifs pour justifier qu'ils avaient un Trackman, et derrière, ça devenait un cours de chiffres. Non, mais ce qui se tient, d'augmenter pour amortir, ce qui se tient, mais ce que je veux dire, c'est que derrière, c'est ah ouais, là t'as fait -1. Ah ouais, non, mais là t'as fait -2. Ah ouais, mais là t'as fait Club Pass, voilà. Et en fait, les gens, en fait, ils comprennent plus rien. Et en fait, moi, j'ai des gens qui ne voulaient pas venir me voir
en cours. En ayant peur de ça? Non, parce que j'avais un trackman. Ils seraient venus me voir, mais ils voulaient pas venir me voir parce que j'avais un trackman, parce qu'ils avaient fait 2-3 cours avec des personnes qui avaient un trackman et ça leur avait pas plu, ils avaient eu peur. Et ces personnes-là qui sont venues me voir, On veut des noms. qui sont venus me voir ensuite, ils ont dit ah ouais, non mais en fait je me suis même pas rendu compte qu'il y avait le trackman en fait, parce que effectivement je le fais de la façon dont tu disais tout à l'heure, c'est que je mets en évidence un problème, une problématique du jour. Je le mets en évidence sur un chiffre et puis je dis bon, maintenant on regarde plus le chiffre, maintenant on va travailler, et donc là on est sur de la sensation, sur du travail, sur des exercices, et après au bout d'un moment on dit ah tiens, elle est bien celle-ci, ah ouais elle est bien mieux, attends on va voir le chiffre là, qu'on dit ah bah ouais tu vois il est mieux, et du coup ça permet de valider aussi dans la tête des gens. Et ça permet aussi de leur confirmer des choses et il n'y a pas de bataille en fait derrière. Il n'y a pas de ouais mais mon coach il m'a dit. Non, il n'y a pas de bataille, il y a des chiffres. Moi j'aime bien que ça soit carré. Soit c'est bien, soit c'est pas bien, soit elle est mieux tapée, soit elle est moins bien tapée, soit elle est plus longue, soit elle est moins longue. Mais c'est tout. Il n'y a pas de mon coach il m'a dit ça, etc. Et tu le vois aussi pour les fittings, c'est encore un autre sujet, mais ça aide quand même vachement. Je veux bien croire qu'il y a des gens qui voient très bien comment la balle vole, une balle qui a trop de spin ou une balle qui a moins de spin, mais tu peux pas être aussi précis qu'à la machine, c'est pas possible. Ouais. Les gars, j'aimerais qu'on aborde un sujet aussi par rapport tu me dis, si tu t'en fous de ce que je dis. Complètement, mais bon, t'es mon pote, donc je vais toujours en ton sens, c'est pour ça. J'aimerais qu'on parle également d'un sujet, notamment au practice. C'est vrai qu'un tapis de practice, bon, bah, c'est quoi? C'est un tapis qui est la majorité du temps plat. On va taper des coups à plat. Or, le golf, on sait qu'on est tout le temps quand même dans des situations qui sont différentes. Donc, concernant l'entraînement, moi, je suis pour également aussi taper des balles en pente. C'est vrai qu'on n'a pas tous la possibilité d'avoir des practices. Sur herbe, si je peux me permettre, voilà, surtout. Sur herbe et en pente. C'est pas tout le temps accessible. Exactement, parce que les infrastructures dans les golfs ne sont pas toujours aussi développées que dans les tournois du PGA Tour, les tournois du circuit européen ou autres. Mais je trouve que c'est quand même indispensable, en priorité si vous pouvez taper sur herbe, bah, parce que c'est là où vous allez taper les vrais coups en compétition, et de deux, pouvoir aussi taper des coups en pente, parce que autant les coups en pente peuvent permettre de progresser tout simplement dans un travail technique que vous faites, mais également c'est que la majorité des coups que vous faites sur un parcours, il y a un peu de pente quand même. Voilà. Mais c'est super intéressant, tu vois, à Longchamp en l'occurrence, on a un tapis qu'on peut tourner qui peut faire toutes les pentes. Enfin, en gros, c'est un tapis en pente que tu bouges, donc tu peux créer toutes les pentes. Et déjà, pour une chose, c'est que les gens souvent me posent la question, ouais, dans les pentes, j'y arrive pas. Et donc, du coup, ça permet de leur expliquer qu'est-ce qui se passe dans une pente. Comment il faut s'adapter au niveau de la posture, quel club il faut plus privilégier qu'un autre, pourquoi la balle va aller ou à droite ou à gauche la plupart du temps, qu'est-ce que ça provoque la pente. Donc tout ça, déjà, les gens, ils ne savent pas vraiment quoi faire dans une pente et comment l'anticiper. Donc ça, c'est vachement important. Et je reviens par rapport, parce que je vais quand même dire que de travailler en situation, c'est quand même très bien, et que je suis quand même d'accord avec ça par rapport à ce que disaient Benito et Seb, notamment sur le bunker. C'est que par rapport à du travail technique, par exemple, je donne 2 exemples. Quelqu'un qui a tendance à faire des gros par-dessus, je vais lui faire taper là avec la balle au-dessus des pieds. Ça va vraiment l'aider en fait à concevoir un mouvement qui est plus plat au retour. Par exemple, quelqu'un qui a tendance à être vachement assis en posture, je vais lui faire taper avec la balle qui est en dessous des pieds. Ça va l'obliger à être un peu plus sur l'avant de ses pieds et de pouvoir aller contacter la balle plus facilement. Il va galérer au début. Donc en fait, grâce aux pentes, tu peux arriver à moduler les sensations du joueur et lui faire découvrir, en fait, l'orienter vers quoi tu veux le faire progresser dans son swing. Ouais, moi, t'arrives sur du coup, quelque chose qui, depuis qu'on en parle, là, depuis qu'on est dans cette discussion, j'arrive à me poser la question de quelle est la récurrence que doivent avoir les gens dans prendre un cours, tu vois, parce que l'avantage du cours, c'est que... Fais attention à ce que tu dis quand même. Non, mais justement, je pense que l'immense majorité des gens viennent pour 2 choses prendre un cours. La première, c'est pour avoir une séance de practice encadrée. Donc là, on essaye de quand même donner des éléments pour qu'ils aient une autonomie dans comment faire, une certaine autonomie dans, déjà quand je vais au practice, pourquoi j'y vais, qu'est-ce que je vais y faire. Ensuite, avec un coach, j'ai tendance à penser que c'est encore mieux, parce que de toute façon, à tous les niveaux, tout le monde a toujours un coach. Mis à part de très très rares exceptions, même au plus haut niveau mondial, les gens ont des coachs, voire plus ils sont hauts, plus ils ont un staff développé. Mais on arrive là-dessus, et on arrive ensuite sur... Moi, je suis pas enseignant, vous l'êtes. Je suis assez effaré, en fait, souvent, quand une leçon commence,
à côté de moi, quand je suis en train de m'entraîner ou quoi que ce soit, et qu'il y a une leçon qui commence, j'entends toujours le « qu'est-ce qui va pas dans mon swing ?» Alors que je me verrais beaucoup plus entendre, enfin je serais très agréablement surpris d'entendre quelqu'un, exactement comme tu es en train de dire, qui dit bah, « moi les coups en pente ça me gêne ». Là tu donnes une réponse technique, ah bah oui, surtout quand tu as la balle plus haute, non ? Bah oui, bah comment tu sais ? Bah parce que techniquement, tu n'y arrives pas. Tu peux pas y arriver avec ton modèle de swing, donc tu peux la prendre pleine pointe et que tu fasses quasiment en fait, un coup qui ressemble à une socket, ou tu peux faire une énorme gratte en tapant avant, ou un énorme top. Ce qui est sûr, c'est que tu dois jamais trop la faire tourner à gauche. Enfin, tu vois, et puis là, ah, tiens, ça suffit. Mais pourquoi est-ce que j'y arrive pas ? Mais parce que déjà, tu t'y entraînes jamais, parce que tu tapes toujours à plat sur un practice. T'as pas d'exigence de contact, parce que souvent, on tape sur un tapis, donc c'est vrai que le contact est un peu moins exigeant, mais ça, c'est pas si grave. Mais c'est surtout, en fait, que c'est en travaillant ce coup-là, spécifiquement, qui te gêne, que tu peux potentiellement améliorer ton swing, améliorer le mouvement, et donc du coup, potentiellement toucher plus souvent ta cible. Mais j'aimerais tellement, moi, entendre quelqu'un qui arrive, qui vient prendre une leçon, donc qui veut se faire encadrer pendant une séance, donc ce qui est très bien, de ce coup-là me gêne, ou encore mieux, je tape que des draws, j'aimerais stabiliser en tapant des fades, tu vois, j'en sais rien, mais après, tu reviens avec un projet en tout cas. Oui, mais tu reviens au sujet de départ, du tout départ de toute la discussion, c'est qu'il faut un objectif. Et que en fait la problématique, enfin c'est pas une problématique d'ailleurs, c'est que les gens n'en ont pas forcément. Après effectivement, on le voit, hein, il y a des gens, ils viennent, je dirais qu'il y a même plus de catégories, t'en as dit 2. Je pense qu'il y a ceux qui viennent pour faire une séance de practice encadrés parce qu'ils savent que de toute façon ils vont pas jamais s'entraîner seuls, ils font que du parcours. Moi j'en ai, hein. Les seuls moments où ils sont au practice c'est avec moi, sinon ils ne le sont jamais au practice. Il y a ceux qui veulent juste discuter et passer un moment convivial autour du golf et qui veulent discuter de leur partie, de leur vie de tous les jours, et puis ça leur fait du bien et ça décompresse, et c'est leur moment un peu détente de la semaine, ça il y en a. Et puis après il y a ceux qui ont un vrai projet de performance, peu importe le niveau, qui est de passer en dessous, devenir bogey player, ça c'est un objectif que beaucoup de gens ont, de devenir bogey passer player, un chiffre, passer en dessous de zéro, passer un chiffre, passer pro, zéro, faire une première 4 sous le par, être dans le grand, être dans le mérite, enfin toutes ces choses là. Et là c'est vrai que c'est différent et qu'il faut l'approcher par des problématiques que tu résous. Plus que, enfin, je vais dire, le début du travail avec cette personne, tu vas déjà détecter les grosses problématiques par son swing et qui, lui, se rend pas forcément compte qu'il loupe à cause de certains détails dans son swing. Ça, c'est le premier sujet pour moi à travailler. Et ensuite, tu vas orienter vers la performance, c'est-à-dire avec un retour de la personne. C'est pour ça qu'on revient aussi aux stats, etc., où on a besoin, en fait, d'avoir le retour du terrain, où il nous dit, effectivement, là, les pentes, je ne sais pas comment les gérer. Je ne sais pas comment faire le coup de recentrage. Alors ça, on me le demande sans arrêt aussi. Le coup de recentrage bas. Là, ça, c'est un coup. Ça nous paraît dingue. Mais je te jure que j'ai un paquet de gens qui me demandent comment on fait un coup de recentrage, tu sais, sous les arbres là. Ça c'est vachement bien. Ouais. Ça veut dire que les gens veulent jouer au golf en fait. C'est ça. Enfin, jouer au golf, donc mettre la balle en moins de coups possible. Donc je suis hors position, je me remets au milieu. Ça c'est bien déjà. Donc c'est vachement bien. Et moi je me souviens parce que j'ai appris le golf plus de la façon dont Sébastien était en train de parler, parce que moi j'étais entraîné par Dominique Larech, qui lui a aussi coaché Benito. donc du coup, moi j'ai été formé à cette école-là aussi, où moi il m'a mis dans des situations, comment j'ai appris à faire un draw ou un fade, il me mettait derrière un arbre et puis il me dit vas-y. Et puis au bout d'un moment, quand... Bonne chance. Ouais, non, mais c'est ça. Et puis au bout d'un moment, si t'arrives pas à force de prendre l'arbre et de t'en prendre plein la tronche, ça a abîmé d'autres parties de mon corps. Mais à part un moment, tu trouves des solutions. Mais je trouve que ça c'est vachement bien pour les gamins, pour le développement, pour les néo-pros, pour les gens qui ont des solutions. C'est vrai que je ne mettrais pas aujourd'hui un débutant de 50 ans ou 40 ans derrière un arbre et lui dire vas-y, fais ton truc. J'attends. Je pense qu'il ne reviendrait pas souvent. Mais c'est là où tu expliques la situation quand tu es sur le parcours avec un arbre et de se dire, comment aussi travailler au practice, ce genre de choses. Et c'est vrai qu'on a des outils pédagogiques qui nous aident maintenant pour pouvoir travailler. Et je pense que l'outil le plus simple que vous puissiez avoir, et dont la majorité des pros et des amateurs devraient avoir, c'est une baguette. Une baguette ou 2 baguettes. Pourquoi ? Parce que tout simplement, pas trop vite, voilà, bravo, encore. Et c'est pas toi qui les as à la maison là. Exactement, bravo. C'est bon, on a terminé les gars ? Merci. C'est bon. Donc, à toi. Qu'est-ce que je disais ? Oui, la baguette.
tout simplement, par exemple, cette baguette pour travailler sa sortie de balle. Il suffit de reproduire cette situation où tu mets une baguette, par exemple, à 2-3 mètres de toi, devant toi, sur l'herbe, et de pouvoir commencer à travailler ses effets à droite, à gauche. Et je pense qu'au bout d'un moment, oui, c'est important d'être assisté par un coach, mais c'est important d'avoir de l'autonomie. C'est-à-dire que si tu as tout le temps ton coach derrière toi qui te dit comme papa et maman, tu dois faire ci, tu dois faire ci, tu dois faire ça, au bout d'un moment, tu vas te retrouver tout seul et tu vas plus savoir comment faire. Je veux dire, c'est comme nous, c'est pareil avec les coachs. Il y a un moment où moi, je me souviens toujours que mon coach m'avait dit « Non, mais attends, je ne vais pas tout le temps être là. Et excuse-moi, j'étais pro. » Je veux dire, on a tous été pros. Il y a un moment aussi, il faut que tu puisses te débrouiller par toi-même. C'est parce que tes parents ont toujours été là aussi. Oui, exactement. Et d'ailleurs, je suis toujours chez papa et maman. Quand j'ai peur, je vais dormir au lit de papa et maman, au pied du lit de papa et maman. Donc voilà. Non, mais t'as raison que je pense que plus on rend un joueur autonome, peu importe son niveau, plus ça veut dire qu'il progresse, plus ça veut dire qu'il a une compréhension du golf qui évolue, et c'est hyper important. Moi, je suis totalement pour l'autonomie des joueurs, et ça à n'importe quel niveau, et qu'on peut en fait se permettre de faire ça sans avoir peur de plus avoir de cours ou de plus avoir ces élèves qui viennent nous voir. C'est un sport où de toute façon ils auront toujours besoin de nous, hein. Donc il ne faut pas avoir peur quand tu es coach d'expliquer vachement bien aux élèves qu'est-ce qu'ils font dans leur swing, quelles sont les solutions, quels sont les exercices pour l'améliorer, et d'avoir peur que les personnes se disent elle a tout maintenant et elle va jamais revenir. C'est pas du tout comme ça que la carte de visite de Kevin sera dans le lien du podcast. Mais moi, il faut bien me voir toutes les semaines quand même. Non, mais il faut vraiment être autonome, parce que moi je pense que quelqu'un qui vient voir son coach et qui prend uniquement des leçons avec son coach et qui ne s'entraîne pas un peu tout seul à côté, que ça soit même un peu après la séance ou autre, malheureusement pour moi il ne va pas progresser aussi vite que si il s'entraînait. Mais il y a des gens qui veulent pas. Après, il faut respecter aussi ça. Non, mais qui ne veulent pas, peut-être parce qu'ils n'ont jamais essayé ou qu'ils ont peur, tout simplement. Je pense aussi qu'il n'y a pas une question de vouloir. Je pense qu'aussi. Je rejoins Kevin aussi. Les gens, et il y a des gens. Je pars ou pas vraiment? Non, mais il y a des gens, ils n'ont pas envie d'être tout seuls au practice. Ils ont qu'une heure de golf dans la semaine. Alors, je te parle de la personne qui veut progresser, la personne qui veut véritablement progresser. Ça, c'est évident. De toute façon, c'est pas avec une heure par semaine que tu progresses au golf. Ça dépend, encore une fois, on reparle de la fixation d'objectifs. C'est voilà, quels sont tes objectifs à ce niveau-là. Si tu me dis, par exemple, t'es 20 d'index et t'as envie de passer un chiffre peut-être à la fin de l'année, et tu es capable de pouvoir passer, tu vois, 2-3 jours par semaine à venir au golf pour t'entraîner, mais que ces 2-3 jours, tu fais que les passer avec ton coach. J'extrémise un petit peu la situation, mais malheureusement tu vas progresser beaucoup moins que si tu te retrouves tout seul en autonomie. Et il y a des moments où au début de ma carrière de coaching, j'ai envie de dire, j'avais fait l'erreur d'avoir des personnes qui me demandaient de les voir 2 fois par semaine, 1 fois par semaine ou autre, et j'ai trouvé qu'elles ne progressaient pas assez. Je leur disais, moi je préfère que vous fassiez 1 séance par semaine avec moi et ensuite que vous fassiez 1 ou 2 séances en autonomie et qu'on se revoit après, plutôt que se voir tout le temps. Ouais. Parce que pour moi, ces personnes-là progressaient moins rapidement que si elles s'entraînaient de cette façon-là. Et ça s'est prouvé ensuite par la suite d'ailleurs. Ouais, mais c'est de toute façon pour moi, entre deux séances, il faut qu'il y ait du golf qui soit fait seul, que ce soit sur le parcours ou au practice. C'est plus. Mais comme je te disais, il y a des gens qui veulent pas. Il y a des gens, ils ont envie de prendre leurs leçons par semaine, ils n'ont pas envie d'aller jouer à côté, ou ils n'ont pas le temps surtout, et ça leur fait du bien de savoir qu'ils sont, en fait, si tu veux, encadrés pendant qu'ils s'entraînent. Et que du coup, toi, tu es là, forcément, si tu les vois toutes les semaines, tu peux pas leur donner le tips du jour, une révolution tout le temps, mais du coup, tu es là, toi, pour encadrer, pour justement ce qu'on disait depuis le début, de faire une bonne séance de practice. Donc, c'est à toi de mettre l'échauffement, c'est à toi derrière de mettre un peu de technique et de finir avec un peu de performance. Et du coup, ils ont fait... T'étais là en tant que coordinateur, si tu veux, de leur séance de practice, sur ce moment-là. Et il y a des moments où tu es là, tu es le coach, tu es là pour encadrer au niveau technique. Là, c'était plus pour encadrer un entraînement. Je pense qu'il faut le voir plus comme ça. Mais sinon, je suis d'accord avec toi. Moi, je prends vraiment l'image en fait, de l'enfant quand il est à l'école et qu'il est avec sa maîtresse. Il apprend des choses et quand il rentre à la maison, il a des devoirs à faire. Il doit répéter. Il doit répéter en autonomie. Parfois, il doit avoir aussi l'aide de papa et maman qui est là. Mais il a besoin aussi parfois de répéter en autonomie. Je te vois avec un petit sourire, Kevin. Dès que tu dis le mot maîtresse... mais ça, écoute. Non, mais cet exemple, excusez-moi, il est concret. Et puis, de toute façon, on est plongé quand même dans ça dès tout petit, donc du coup pour moi c'est un bel exemple, c'est tout. Ça va ? Ok.
Alors, petit sujet supplémentaire parce que Seb, donc toi, tu continues à jouer. On a parlé effectivement de la baguette comme outil pédagogique. Ah oui, on était sur la baguette, exactement. Mais c'est ça la richesse de ce podcast, c'est que ça peut dévier. Donc là, on est parti, il y en a pour 6 heures. Exactement. Donc prenez votre temps, enregistrez ce podcast pour l'avion, il n'y aura pas de souci, vous verrez, ça sera très long. Non, mais pour être plus sérieux, est-ce qu'il y a des outils pédagogiques, vous, qui vous marquent ou que vous utilisez énormément Ouais, moi en l'occurrence, j'en ai un qui vient un peu de rentrer dans le circuit. Je vais d'abord parler de celui que j'utilise depuis très longtemps, qu'on se met à voir grâce au contenu sur les réseaux sociaux. Je pense que les gens ça va tilter. Moi, j'ai un petit ballon que je mets entre les avant-bras, qui, pour la petite histoire, l'histoire de ce petit ballon, qui a rendu l'âme, donc j'ai dû le changer très récemment. Ce petit ballon avait été un petit ballon qu'on avait trouvé avec JB Gonnet. On partageait une maison au fin fond de la République tchèque ou de l'Autriche, je crois de l'Autriche, il y a longtemps, donc 2015. Et j'avais trouvé un mini ballon de volley, un tout petit peu dégonflé, mais un tout petit ballon. Et JB, comme ça, qui lui fait une technique, tout de suite, lui, de toute façon, il voyait une porte, il se disait, tiens, ça pourrait être un drills ou quoi que ce soit. Et donc, du coup, qui me dit, mais ça, entre les avant-bras, c'est bijou pour s'entraîner. Donc je le prends, je fais au practice le lendemain avec, et puis je me dis... c'est gratuit, donc... Et puis en plus c'est gratuit. Et quand c'est gratuit, c'est le bon prix. C'est vrai que les temps étaient différents. Et donc je le prends, j'essaye, et là, super. Je sens que ça m'active le club un peu plus vite dans le backswing. Alors, moi, je peux avoir tendance à le laisser un peu trop longtemps en bas. Je sens que dans le haut du backswing, ça me permet d'avoir aussi pas mal de relations entre mes bras, mon club et mon corps. Pareil au retour. Et je fais 3e cette semaine-là, en ayant tapé des balles au practice toute la semaine avec le ballon. Donc là, je me suis dit, c'est bon, j'ai trouvé le secret. Et personne ne le sait, c'est un mini ballon de volley dégonflé. Donc moi, c'est vrai que je l'utilise beaucoup, que ça soit à l'échauffement, que ça soit quand je fais de la technique. J'utilise beaucoup mon petit ballon parce que c'est ce qui me permet de... J'aime bien l'image de quand on arrive au practice, les premières balles, comme tu disais, d'abord il y a de l'échauffement. Ensuite, on fait des gammes. Et moi, j'ai toujours eu cette vision par Benoît, je reprends son expression, c'était un chef d'orchestre, il faut que tu trouves le la, tu vois, juste le petit rythme, la petite recherche de sensations. Et moi, c'est le ballon qui me le permet. C'est vrai que récemment aussi, j'ai fait juste un espèce de petit audit justement technologique sur mon swing, donc par des plaques de force aussi et compagnie. Et c'est vrai que maintenant, j'ai rajouté un petit outil pédagogique au niveau des pieds pour accentuer certains points de pression. C'est les paddle force là ou c'est les pédales force. Pédale force, ouais. Pédale force. Ouais. Voilà. Mais ça, c'est vachement bien. Donc ça, c'est vachement bien aussi et ça m'aide à justement trouver En fait, c'est un peu mieux utiliser le sol parce que, en l'occurrence, j'étais plutôt très bon à utiliser le sol, mais juste d'améliorer encore un peu. Plutôt d'améliorer les points de pression. C'est pas des changements de poids, de centre de gravité ou quoi que ce soit. C'est juste d'appuyer dans des meilleurs endroits pour en fait être plus régulier. Ouais. Pour essayer de réduire de temps en temps, une balle qui m'échappe vraiment, et de potentiellement en améliorant ces points de pression, ça peut m'aider à ce que cette balle sorte encore moins régulièrement que ce qu'elle arrive. Donc moi, ça c'est mes, je donne, vu qu'Antoine me demandait un peu personnellement, on va dire ça, c'est vraiment les outils que moi j'utilise beaucoup. Après, on a eu Tom, sur l'épisode d'avant. Tom, on le verra tout le temps avec un stick. Et on le verra toujours avec ce petit truc jaune là qui se met sur, je sais pas comment ça s'appelle là, mais qui vérifie l'armement des poignets. Swing Guide, exactement. Ouais, donc Tom, il est toujours avec ça. Récemment, il y avait aussi, il y a quelques semaines, il y avait une vidéo de Julien Guerrier au practice avec Patrice Amadieu. Ils en parlaient. Bon, lui, il a un petit élastique entre les deux bras pour regarder de la connexion, une baguette de sortie de balle, hop, terminé. Mais on voit quand même souvent, que c'est un ou deux outils pédagogiques. Et que c'est quand même souvent un peu, c'est chaque joueur a un peu son ou ses outils pédagogiques et on n'en dévie pas trop parce qu'il y en a tellement qu'on peut quand même vite sortir et c'est là où avoir quelqu'un qui nous encadre une séance et qui nous dit fais ci, fais ça, c'est quand même pas mal pour... Il y en a un que j'aime beaucoup. C'est des aides pour ressentir. Que j'aime beaucoup, au-delà des baguettes, que je trouve que tu peux faire quand même beaucoup de choses avec les baguettes. Tu peux arriver en les mettant dans certaines positions. Tu peux manger des nems aussi. Non, mais tu peux arriver à corriger beaucoup de choses et en tout cas faire visualiser beaucoup de choses. Moi, il y en a un que je trouve qui est vraiment bien, surtout pour les débutants, mais aussi pour d'autres personnes qui ont des problèmes au sujet du grip, c'est les surgrips.
Les surgrippes, c'est miraculeux hein, pour tout ce qui est toutes les personnes qui ont des problèmes de grippe ou qui sont un peu débutantes. Bah, en fait, c'est les grippes moulées. Les grippes moulées que tu rajoutes dessus sur ton c'est grippe moulée. Grippe moulée. Moi, j'appelle ça un surgrippe parce que tu le clips dessus. Mais et ça, moi, enfin, surtout pour les débutants, ça, tu leur files ça. Chaque séance au début, tu leur dis même quand je suis pas là, tu le mets. Et la plupart ont au moins les fondamentaux au niveau du grip qui sont plutôt bons et qui nous aident vachement à progresser par la suite pour former tout le swing. Parce que quand tu as un mauvais grip et qu'en plus la personne commence à s'entraîner beaucoup au début avec un mauvais grip, elle a l'impression que c'est le grip qu'il faut garder et c'est problématique après pour la suite. Donc ça, j'aime bien, moi, ce que j'appelle le surgrip. Vous disiez combien ? Grip moulé. Grip moulé. Moi, je connaissais pas. Voilà. Donc ça, pour le positionnement des mains. Moulé, et ça se trouve, ça vaut 20 balles. C'est super pratique. Les baguettes, c'est indispensable. Et après, il y a plein d'autres outils, mais qui en fait sont des déclinaisons de choses que tu peux faire parfois sans outils, mais qui sont là, encore une fois, comme la technologie, là pour simplifier les choses et pour que les gens soient plus guidés. Mais oui, le ballon c'en est un. Là, il y en a un qui marche pas mal en ce moment, là, le Pro Thunder, là, on en voit. Celui du poignet, là, qui bloque le poignet. On a vu Rory avec, etc. Alors là, il y a une com énorme avec tous les joueurs. Alors, je sais pas, j'ai l'impression qu'en plus c'est la com gratuite, hein, qu'ils l'utilisent vraiment. Mais en tout cas, il y a une norme de joueurs. Donc ça, c'est vrai que c'est pour le placement du club, c'est pas mal. Mais en tout cas, ouais, il y a énormément pour les rythmes. Avec des trucs qui claquent quand tu le fais. Il y a plein d'outils. Après, c'est à vous de regarder un petit peu ou voir avec votre enseignant. Moi, je suis pas un énorme fan d'aller trop loin dans les outils. J'aime en avoir un qui est contraignant physiquement pour en fait réussir. C'est ce que j'adore dans le ballon, c'est que c'est contraignant physiquement sans l'être trop, mais c'est surtout ça me permet de faire un mouvement très proche de la réalité. Ouais, parce que moi, justement, je dirais que je préférerais qu'il soit pas trop contraignant, justement, dans le sens où t'arrives à quand tu fais le mouvement sans, tu sois très proche de ta sensation qu'avec. Il est pas si contraignant, mais c'est juste, je suis obligé d'avoir ce ballon, tu vois. Ou ça pourrait être, je sais pas, si pour un autre exercice de juste mettre un gant. En tout cas, t'arrives à retranscrire cette sensation-là sur le swing. En fait, c'est surtout cette contrainte, qu'elle soit petite ou grande, me permet, moi, de ressentir quelque chose dans le corps qui me permet de potentiellement garder mes avant-bras à tel endroit ou d'activer le club d'une certaine manière dans le début du backswing ou une connexion dans le retour et dans le finish et compagnie. Et c'est justement cette petite contrainte qui réveille, on va dire, un peu une partie de mon corps qui me permet de garder ce ballon entre mes avant-bras, tu vois, et qui ne tombe pas, que je le perde pas ou quoi que ce soit. Ouais, c'est vrai. Et moi, pour terminer sur ce sujet, moi j'adore les baguettes. Voilà, les baguettes, je trouve que c'est super. J'aime bien mettre une baguette en plein milieu. Bon, c'est pas possible. Non mais voilà. Non mais voilà, ça fait. Tu manges tellement de sushis que je peux. Non mais voilà, ça fait 53 minutes. Kevin a un peu de mal à tenir la concentration. C'est bientôt terminé, Kevin. Ne t'inquiète pas. C'est quoi là si on doit retenir une chose de notre discussion aujourd'hui, c'est quoi ? Allez, vas-y, qui commence ? Moi, je vais commencer parce que c'est vraiment le début. C'est d'arriver en sachant pourquoi on va au practice. Donc, objectif au practice. D'avoir un objectif au practice. Et si l'objectif, en plus de ça, c'est j'y vais juste pour taper des balles, ok, très bien. Mais c'est pas une séance sur laquelle on va progresser. On va juste s'amuser à taper des balles. Je vais pas être original, mais je vais rejoindre complètement ce que dit Seb, parce que pour moi, c'est la priorité. Voilà, mais c'est la priorité numéro 1 pour moi. C'est lorsque vous arrivez en fait au practice, c'est savoir pourquoi vous êtes là, comment vous voulez progresser, dans quel sens. Pour moi, ça reste une chose, c'est la fixation d'objectifs quand vous arrivez au practice. Je peux pas, il y en a forcément d'autres, mais moi, je vais dire si j'ai une chose à retenir sur ça, c'est exactement la même chose. Ok. Et moi, ça va être prenez des cours de golf toutes les semaines. Avec Kevin Turlan, le numéro de téléphone sur... Au 06 30 30. Non, donc, moi, je vous rejoins, c'est vraiment le plus important, c'est vraiment de fixer un objectif. Derrière, vous pouvez même, le petit tips qui serait intéressant, c'est que sur votre portable, vous ouvrez une note, vous savez que vous allez aller jouer mardi ou aller au practice mardi ou samedi et vous essayez de construire votre petite séance, vous savez que vous allez rester 1 heure ou 1 heure et demie et vous essayez d'écrire, vous dire ok, je vais faire 10 minutes ça, 15 minutes ça, 15 minutes ça, même si vous ne le respectez pas à la lettre, au moins d'avoir un plan pour vous commencer à même construire. S'il n'y a que 20 minutes. C'est ça. Je fais 5 minutes ça, 5 minutes ça, 5 minutes ça. En fait, c'est pas... C'est un premier... pour pas faire peur, tu sais, de temps en temps, 1 heure, 1 heure et demie. Non, mais c'est ça. Mais un premier pas vers construire
une séance de practice qui va vous aider, et vous pouvez la faire valider par votre coach et qui dit bah ouais, c'est très bien, et comme ça derrière ça vous permet vous à n'importe quel niveau de pas perdre du temps en practice pour rien. Bon, on est pas mal les gars là. Moi je trouve ça très bien. Écoute, on va clôturer là-dessus. J'en profite pour remercier Callaway, qui est un sponsor fidèle de nous trois, à titre perso, à titre professionnel, qui nous aide sur tous nos projets. Donc un grand merci à Callaway et à toutes les personnes qui travaillent chez Callaway, qui croient en nous sur nos différents projets. On en profite aussi parce que vous avez dû voir passer la nouvelle gamme iSmoke qui est sortie avec des nouveaux drivers, des nouveaux boîtes de parcours hybrides et des nouveaux fers, une gamme qui vient s'ajouter à la gamme Paradigm, enfin la remplacer, et qui sort tout droit de l'intelligence artificielle d'ailleurs. Ouais, et donc du coup ce qu'ils ont développé, c'est sur, en fait, c'est moins de pertes sur les coups décentrés, parce que ça a été grâce à l'intelligence artificielle, ils ont simulé, je crois que c'est 250 000 coups qui ont été simulés sur la phase de club, et ils ont pu du coup optimiser chaque impact et chaque endroit qui sont touchés sur la phase de club. Donc c'est un gain énorme pour les coups décentrés, notamment au niveau de la perte de la distance. Donc, Papa, si tu nous écoutes, j'ai un code promo chez Callaway pour les coups décentrés. Et je pense qu'ils ont du coup presque pris en compte tous les impacts des 4 dernières années. Mais donc, c'est ton père qui a servi pour le... Ah, c'était mon père, le robot du test. Les 250 000. Ok, papa, on est bon. Et donc non, un grand merci à Callaway, et voilà, donc vous pourrez découvrir la gamme, notamment chez les drivers, où il y a 4 modèles, donc tout le monde peut trouver le modèle qui lui convient. Il y a la Max, il y a la Max D, la Max Fast, et puis la Triple Diamond qui est un petit peu plus pour les joueurs tour, mais voilà, donc un grand merci à eux. Et j'en profite également pour parler aussi, parce que cette intelligence artificielle a été également développée chez Putter avec Odyssey, où on a également cette face qui a été travaillée de telle sorte à vous apporter encore plus de tolérance lorsque vous décentrez vraiment votre balle par rapport à un insert classique. Donc c'est vrai que Odyssey a apporté exactement la même technologie que sur les drivers Callaway. Donc ça c'est une chose, c'est la même famille, et c'est vrai que c'est vraiment ce qu'ils ont mis en avant en 2024, et je trouve ça hyper qualitatif, hyper étonnant, et c'est très bien à le ressentir. L'intelligence artificielle, de toute façon on le voit arriver partout, et c'est bien qu'une marque comme Callaway soit déjà depuis quelques années, parce que si nous on en voit les résultats maintenant, c'est que ça fait déjà quelques années qu'ils sont dedans, et c'est hyper intéressant. Et ça, je pense que même Benito avec son œil n'aurait pas pu, et ses mains C'est Benito qui a créé l'intelligence artificielle. Donc merci les gars. On va clôturer sur cette belle phrase de Sébastien. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode des Tontons Golfeurs. On espère qu'il vous a plu. Peu importe la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. On compte sur votre soutien encore une fois pour nous mettre des étoiles, des commentaires, partager en story, en publication, le moment que vous avez préféré. Nous, on reste bien évidemment disponible sur tous les réseaux sociaux, donc Instagram, les Tontons Golfeurs, tout pareil sur Facebook, sur LinkedIn aussi. Et envoyez-nous vos questions, c'est hyper important pour nous pour échanger avec vous. On est ravis d'échanger avec vous. Par mail aussi, lestonsgolfeurs@gmail.com. Il y aura toujours un de nous trois qui sera disponible, si ce n'est les trois, pour vous répondre et continuer à vivre cette aventure tous ensemble. Donc merci à nous trois, les Tontons Golfeurs. Ouais. Et puis merci les gars. À la prochaine fois. Et bon golf.